Radio Foot International, en direct de la CAN 2015. Annie Gasnier. Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International. Bonsoir plutôt d'ailleurs, puisque nous nous retrouvons après les matchs de la CAN 2015. Nous sommes à Bata, toujours installés dans cette ville côtière, un des 4 sites de la compétition. Ici, on joue le groupe A et on jouait 4 équipes hier. Nous étions en direct du stade, vous devez vous en souvenir. Il y a eu une victoire qui a semé la joie au pays, comme on dit, au Congo. C'est celle des Diables Rouges, donc, qui ont gagné. Leur entraîneur est là, Claude Leroy. Bonsoir. Bonsoir Annie. C'est votre 8e CAN. Comment vous faites pour surprendre encore? Je me surprends moi-même. Je crois que vous surprenez. Non, je sais pas, on bosse beaucoup. Je pense qu'hier, on a fait un super match tactiquement. Ouais. C'est le fruit du travail. Bon, on va y revenir. En tout cas, je présente aussi les autres invités qui sont dans ce studio. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir. Alors, Canal+, Talent d'Afrique, hein, vous êtes très connu ici aussi. Peut-être plus au visage que votre voix, mais on va voir ça. Oui, les deux sont associés, non? Ça dépend. Ça marche. Ça dépend. Et on a aussi deux confrères africains qui sont là. Steven Lavon du Togo, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir tous les auditeurs de RFI. Vous êtes de africasport.com. Africasport.com, voilà. Et puis alors, Claude, quelqu'un qui a plus de cannes que vous. 17e CAN pour Hassani Chakouri, qui vient du Bénin et qui a un journal qui s'appelle l'Express Foot et qui travaille aussi pour Radio Africa. Bonsoir. Bonsoir Annie, et bonsoir les sommités de ce studio. D'autres que j'ai vu comme joueurs, d'autres que je continue de voir comme le vieux roi sorcier Claude. Et ça me fait plaisir déjà, je le revois tout le temps. Merci. Christophe Jousset, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Christophe, il a froid ce soir, il a mis un pull. Ah, il y a la clim qui rôde, qui essaye de nous cerner, mais on ira jusqu'en finale. Alors, retour sur les matchs du jour. Aujourd'hui, comme c'était le groupe A hier, c'était donc le groupe B avec ce Zambie-Tunisie qui s'est terminé par le score de 1-2, donc victoire de la Tunisie. Cap-Vert RDC 0-0, c'est un peu le lieu d'ailleurs Ebibéine où les matchs sont sans définir de vainqueur. En tout cas, c'était ça la première journée. Résultat au classement, la Tunisie est première avec 4 points, la RDC et le Cap-Vert 2 points, la Zambie 1 point. Que dire sur ces matchs, Steven? On peut déjà dire que sur le match de la Tunisie, c'est un peu un résultat très très cruel pour la Zambie, qui avait fait tout le match à mener, mais malheureusement, comme depuis l'entame de cette compétition, les équipes manquent de faire le break lorsqu'ils ont l'occasion. Notamment, on a vu l'occasion de Mayuka qui, seul face au but, a laissé filer, et puis derrière, il se blesse. Derrière, c'est la Tunisie qui arrive à égaliser, et puis dans les dernières minutes. Ce que je veux dire, c'est que la Tunisie a fait preuve de réalisme parce qu'ils ont fait 3 frappes cadrées, ils ont marqué 2 buts, alors que devant la Zambie a frappé au moins 18 fois au but, ils n'ont marqué qu'un seul but. Donc c'est le réalisme qui a fait les affaires de la Tunisie, qui ne montre pas grand-chose parce que moi je suis un peu déçu. Ils ont fait des éliminatoires vraiment superbes. Oui, ils avaient pas encaissé de but. Voilà, dans un groupe où il y avait l'Égypte et le Sénégal notamment. Mais là, sur cette phase finale, j'ai l'impression qu'ils sont un peu timorés, mais bon, ils prennent des points, ils sont à 4 points, ils sont en tête de leur groupe et ça va très bien. Maintenant, pour le second match entre la RDC et le Cap-Vert, pour ne pas dire c'était soporifique, on s'est vraiment ennuyé, il y avait quasiment rien se mettre sous la dent, aucune occasion quasiment à part les 2 parades de Kidiaba, qui je crois va être l'homme du match parce qu'il a fait 2 parades qui auraient peut-être pu faire basculer la rencontre en faveur du Cap-Vert, mais dans l'ensemble vraiment je crois que les supporters n'ont pas vu grand-chose. Hassani, qu'est-ce que vous avez vu vous dans ces 2 matchs? Oui, mais quand même, moi j'ai vu surtout le match de Tunisie. Je crois que ils ont fait le nécessaire, le réalisme a primé. Mais le second match, quand même, c'était aussi un beau match. Moi, j'ai vu un très beau match, malheureusement, que ça manque de buts. Apparemment, c'est comme si les défenses, parce que au cours de cette 30e édition, les buts ne coulent pas du tout. Les buts ne coulent pas. Heureusement que nous avons un homme du métier avec nous ce soir ici. Peut-être qu'il va nous dire. Je constate quand même qu'il y a très 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 peu de buts durant tous les matchs que nous venons de voir. Je crois quand même que l'essentiel est fait au niveau de celle du match de la journée.
Et nous allons voir la suite. Peut-être qu'il y a quand même ce groupe qui reste toujours ouvert. Claude Leroy, c'est vrai qu'on voit pas mal de défaillances face au but. On pense au Burkina Faso, notamment dans son match face à la Guinée. Mais il y a pas mal ou alors un but cruel au dernier moment, comme ça a été le cas quand on était à Mongomo, le Sénégal qui a battu le Ghana, pardon. On a vu aussi cette Algérie battre sur le fil l'Afrique du Sud qui a aussi raté beaucoup d'occasions. Il y a une explication? L'Afrique du Sud a surtout raté l'occasion de faire le break avec le penalty. Je pense qu'il aurait plié le match. Le Sénégal, par contre, a logiquement marqué un but en fin de match. Il mérite de gagner. Il s'était montré supérieur. Vous savez, je pense qu'il faut faire preuve d'indulgence à l'égard des attaquants. C'est un défenseur, il a 70 mètres de large à trouver pour repartir sur une solution offensive. L'attaquant, il a 7 mètres 32 devant lui pour trouver la possibilité de marquer un but. C'est très très difficile d'être un attaquant avec des défenseurs qui sont, plus ça va, meilleurs ils sont. Non, moi je pense que la première journée de ces poules a vu pas mal de buts, enfin 2 de moyenne, un peu plus de 2 de moyenne, et puis la deuxième, les calculs commencent à rentrer en ligne de compte, chacun prend sa petite calculette pour savoir un point, est-ce que ça ira, et finalement ça inhibe un petit peu, oui. Souvent beaucoup plus les entraîneurs que les joueurs d'ailleurs. Oui, on a senti que ça se crispait un petit peu sur le début de cette deuxième journée. Par exemple, avec la Guinée équatoriale qui avait fait quelques gestes techniques sur la première journée qu'on n'a pas du tout retrouvé sur la deuxième. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que ils ont montré pas mal de. Moi, ils m'étonnent. Ils m'étonnent. Bon, il y a des bons joueurs qui ont été pris un petit peu partout, comme ça, dans des divisions inférieures, mais dans des bons pays de football. Et je trouve que même sur le deuxième match. En fin de deuxième mi-temps, ils ont posé des gros problèmes au Burkina. Je pense que c'est une équipe qui peut encore surprendre pour le troisième match, même si on peut imaginer qu'avec une préparation très réduite, ils sont un peu fatigués. Philippe Doucet? Sur la pénurie d'attaquants ou de buts, en fait, il y a plus de buts que d'habitude. En fait, à l'heure actuelle, enfin, à part le Ghana 2008 qui avait été une édition exceptionnelle, si vous regardez les dernières éditions, malheureusement les CAN sont marquées par des moyennes de buts très inférieures à ce qu'on pratique à l'Euro, à la Coupe du Monde et autres. La dernière CAN, on était à 2,16 buts. Alors évidemment, en général, il y en a plutôt plus au début. Il y a toujours 2-3 matchs déséquilibrés, 2-3 cartons qui améliorent les choses. Là, au contraire, on a une CAN qui est d'une telle homogénéité qu'effectivement, il y a absolument pas d'écart, quoi. À part le Gabon a battu le Burkina avec 2 buts d'écart. L'Algérie, on se demande comment, a fait 2 buts d'écart avec l'Afrique du Sud. Je veux dire, qui gagne à la limite, c'était déjà osé, mais match, qui gagne avec 2 buts d'écart. Mais tout le reste, ce sont des matchs ultra serrés qui basculent à rien du tout. Évidemment, ça ne favorise pas une moyenne de buts exceptionnelle. Et comme dit Claude, à partir du deuxième match, on commence à regarder très très précisément où on en est. Ça se joue vraiment à un rien. Christophe? Non, sur ce point-là, rien à ajouter. Dans ce groupe, on pensait que le Cap-Vert, qui avait fait sensation à la dernière CAN, était arrivé finalement directement sur les quarts de finale. Peut-être que on a vu au premier match, en tout cas, et même là, beaucoup de vivacité, encore mais on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à concrétiser eux non plus et à avoir des victoires. Ouais, justement, je crois qu'on a trouvé le souci du Cap-Vert, c'est la finition. Ils ont très très bien joué contre la Tunisie, mais ils ont manqué. Ils ont vraiment pêché dans la finition. Ils se créent vraiment d'occasions. Là encore ce soir, comme je disais tantôt, il faut que la RD Congo remercie Kidiaba qui a sorti vraiment un bon match malgré son vieillage, comme on dit, 39 ans. Je crois que c'est le joint de la compétition. Mais je crois qu'il a sorti un gros match. Il a fait des arrêts et puis derrière, je crois que le Cap-Vert a des soucis devant. Ils ont essayé de changer aujourd'hui en titularisant Mendes de Lille et Tavares de Dijon, en laissant le jeune Eldon qui avait fait un très bon match contre la Tunisie sur le banc, mais bon, il est rentré et c'est lui encore qui s'est créé des occasions. Mais voilà, je crois que c'est là où le coach Rui Aguias va devoir travailler sur la finition de son équipe. D'ailleurs, on l'a encore vu, ce n'est pas seulement le Cap-Vert, il y a également Burkina Faso hier qui a très bien joué, a contrôlé son match, mais bon, finalement, lorsque vous ne mettez pas les ballons au fond, je crois que c'est compliqué. C'est ça le problème, et c'est surtout ça sur les points dans le groupe. Kidiaba, vous le connaissez bien, Claude Leroy? C'est votre ancien gardien. Oui.
très fort et décisif, souvent décisif. En plus, c'est un homme remarquable, c'est un type d'une grande qualité, un gros costaud avec une toute petite voix. Ouais. Mais c'est vraiment un bonheur d'avoir un joueur comme ça dans un groupe, parce qu'il est à l'écoute, et je pense que ça va devenir un superbe entraîneur national de gardien de but pour la RDC dans le futur. Il a dit que ce serait sa dernière CAN. Bon, il a 38, 39 ans. Vous pensez que c'est le bon moment pour partir? Mais on voit qu'il a encore le talent pour exister à ce niveau-là. J'ai même le sentiment qu'il est supérieur à ce qu'il était dans les années 2004-2006. La première fois où j'étais en RDC, j'ai trouvé qu'il n'arrêtait pas de progresser tactiquement. Il lit bien le jeu. Il donne beaucoup moins d'indications aux attaquants. Là, comme on le disait tout à l'heure, il fait 2 arrêts superbes sur cette tête et cette reprise derrière où il se jette au bon moment. Ah oui, ils peuvent lui dire merci, les gens de la RDC, pour avoir accroché un match nul ce soir. Philippe Doucet, vous voyez un favori dans ces groupes, parce que finalement on a un peu de mal à en voir même au bout de la 2e journée, non? Sur le groupe B, bon, la Tunisie a pris un avantage évidemment très important, puisque ça lui permet avec un simple match nul d'être soit se qualifier à coup sûr, et même très probablement premier du groupe. C'est un groupe où à 5 points on peut danser la gigue et partir déjà joyeux sur le pont d'Avignon par exemple, et joyeux jusqu'en quart de finale. Donc c'est un avantage énorme. Après il y a évidemment des dernières journées qui vont décider de tout, mais c'est vrai que la RDC m'a semblé quand même assez sensiblement en dessous de son premier match et m'a un peu inquiété aujourd'hui. Les répétitions de matchs sont un élément évidemment considérable lors de la CAN. On a parfois des équipes qui font un premier match très encourageant, plutôt sympa, et puis qui après ont du mal à enchaîner. J'espère que ça ne concerne pas la RDC. Mauvaise nouvelle aussi pour la RDC, c'est la blessure de Moulumbu. Alors on n'a pas le diagnostic. Oui, mais je pense que c'est fini. Ça a l'air cuit à cause de la cuisse. Et la sortie de Bolassi m'a inquiété également. Je me demande s'il n'a pas eu un pépin. Mais il a fait un match très très moyen. On l'avait jamais vu à ce niveau-là, même avec Crystal Palace. Je crois que peut-être qu'il a démarré un peu trop fort sa CAN, parce qu'il a fait un match exceptionnel contre la Zambie en marquant 2 buts, à se créer beaucoup d'occasions. Mais là, aujourd'hui, on l'a quasiment pas vu. Moi, je l'ai vu lorsqu'il était remplacé. Je me disais, mais Bolassi, il n'était pas dedans. Mais bon, je crois qu'on l'a vu. Philippe l'a dit tout à l'heure. Je crois que l'enchaînement des matchs, la CAN, c'est vrai, on joue tous les 3 jours. Mais bon, quand quelqu'un comme Bolassi qui joue en Angleterre, j'imagine que avec le Boxing Day et tout ça, c'est là qu'il doit être un peu fatigué. Ouais. Hassani, la Zambie avec alors on a vu Mayuka aussi sortir. Je vais revenir un peu sur le Burkina Faso. Allez-y. Parce que hier j'ai constaté quand même que au niveau du Burkina Faso, il y a une agitation, une précipitation hier. Sinon cette équipe aurait pu gagner son match, mais ils ont confondu. Il y a une précipitation, une agitation. Et au bout du rouleau, ils cherchaient à marquer très vite. Ils ont couru tout le temps. Ils ont fait un beau match, mais pas concluant. On va y revenir. Ouais. Au niveau de vous voyez pourquoi, Claude? Oui, au niveau, mais moi aussi, mais je crois qu'on revient sur le match Gabon-Congo tout à l'heure, ou bien je peux. Oui, non, on va y revenir tout à l'heure. Moi, je voulais vous me parliez de la Zambie qui avait été championne en 2012. Elle va passer? Oui, la Zambie, non, je vois pas. En 2012, c'est une autre histoire. J'étais avec. On était ensemble quand même au Gabon. On a vu l'esprit qui animait cette équipe de la Zambie en 2012 n'est pas le même esprit aujourd'hui. Et il y avait toute une histoire autour de cette équipe en 2012 au Gabon, il faut pas l'oublier. Et c'est pas ils n'ont pas le même état d'esprit aujourd'hui. Oui. On avait retrouvé au Gabon, je ne retrouve pas ça dans cette équipe ici aujourd'hui en Guinée équatoriale. Alors, nous allons revenir au groupe A, puisque ce groupe A jouait hier et que c'était la soirée, l'exploit. En tout cas, c'est ce que disent tous nos collègues dans la presse aujourd'hui. L'exploit du Congo. Ça faisait 15 ans que les Diables Rouges ne participaient pas, et en plus, ça fait encore plus d'années qu'ils ne gagnaient pas un match dans une CAN. Claude Leroy, vous aviez imaginé ce scénario? J'avais rien imaginé du tout depuis le départ de cette aventure. On savait qu'on n'avait pas de marge dès le départ. On est parti, vous savez, c'est une longue aventure. On est parti dans les éliminatoires et puis dans les préliminaires, et on a été repêchés. Et puis on a sorti le Nigeria, ce qui était quand même un exploit, en étant les premiers dans un match officiel à gagner au Nigeria depuis 40 ans. Puis hier, oui, ça faisait 41 ans que le Congo n'avait pas gagné un match de phase finale.
Donc je disais aux joueurs, ils marquent leur histoire, il faudrait qu'ils la marquent pour qu'ils arrêtent d'entendre parler toujours de 72, parce que ça commence à dater un petit peu de toujours parler de 72 au Congo. Non, on savait que le Gabon, il y avait quelque chose à faire, même s'ils sont, je pense, légèrement supérieurs à nous. Mais je crois qu'on a vraiment tous ensemble très très bien préparé ce match tactiquement. Ouais. Justement, Pierre-Emerick Aubameyang que vous avez vu à la fin du match, Christophe de l'équipe du Gabon, une star en tout cas en Allemagne, il a été en France à Saint-Étienne. Eh bien, Aubameyang a parlé de piège. On a joué à leur rythme, c'est ça qui nous a fait défaut ce soir. On n'a pas su mettre du rythme dans nos passes. On a manqué un peu de réalisme, on a manqué aussi un peu de chance qu'on a eu face au Burkina. Et il y a de la déception, en tout cas. Moi, je suis déçu que ce soit de ma prestation. J'ai pas été bon ce soir et ils ont su faire la différence sur ça. On a remarqué que vous l'aviez bien muselé, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a raison, ils ont manqué de chance aussi. Ils ont eu une ou deux occasions énormes. Ouais, on parlait de réalisme tout à l'heure. Donc ça aurait pu se retourner contre nous. Oui, c'est pas lui qu'on a amusé, c'était les lignes de passe pour arriver à Pierre-Emerick et à Bulot. Donc voilà, il fallait absolument essayer de bloquer comme dernier passeur, parce qu'il est très subtil, il joue dans le contre-pied, Madinda. Donc c'est lui qu'il fallait prendre en tenaille et plutôt prendre le risque de libérer des espaces pour les deux autres joueurs du milieu de terrain qui sont moins créatifs, qui sont des meilleurs récupérateurs mais moins créatifs, donc moins dangereux pour trouver des espaces dans le dos de nos défenseurs. Et je pense qu'effectivement, tactiquement, ça a parfaitement bien fonctionné. Par contre, au niveau du rythme, je pense qu'on n'a pas du tout joué sur un faux rythme. On a essayé de mettre du rythme dans ce match. C'est eux qui ont du mal à suivre à la fin, qui ont souffert parce que je pense qu'on s'est à Dakar pendant 2 semaines au Djamba, on s'est très très bien préparé. Ouais. Philippe Doucet, le Gabon, on les a, comme ils avaient fait une belle prestation sur le premier match, c'est vrai qu'on les voyait déjà peut-être qualifiés hier soir. La patience n'est pas le mérite premier de l'Afrique. Et vous savez que une équipe qui gagne 2-0 tout de suite contre le vice-champion d'Afrique a été immédiatement considérée comme une équipe qui serait partante pour gagner la prochaine Coupe du Monde. Ça va un petit peu vite parfois. Et les Gabonais typiquement, je pense mais je pense pas qu'ils ont trop pêché là-dedans. Pour les avoir pas mal fréquentés après le match du Burkina, ils étaient quand même conscients qu'ils avaient d'abord compté sur un gardien exceptionnel, car Ovono avait été exceptionnel ce soir-là. Ils étaient conscients qu'ils avaient été relativement moyens. Par contre, l'état d'esprit de cette équipe gabonaise est très intéressant. Il avait été très intéressant contre le Burkina. Là, de ce point de vue-là, ils ont eu un coup de frein contre le Congo, et je pense qu'ils peut-être ne s'attendaient-ils pas à une telle résistance. Ils ont été un peu freinés dans leur élan, mais je pense surtout qu'ils étaient dans un schéma de jeu qui leur convient moins bien. Ils sont beaucoup mieux quand ils peuvent laisser jouer le Burkina et partir en contre, où ils ont des flèches extraordinaires. On verra. C'est pour ça que le Gabon me paraît pas aujourd'hui, quand tout le monde on a fait immédiatement un favori de la Coupe d'Afrique, c'est aller un petit peu vite. C'est une équipe qui est intéressante, qui est plus riche comme outsider quand même. Oui, c'est un outsider. C'est une équipe beaucoup plus riche qu'elle n'était par exemple en 2012-2013. Il y a aucun doute là-dessus. Elle est en progrès. Elle commence à ressembler vraiment à une équipe qui a un potentiel de futur vainqueur. C'est pas encore inscrit dans les gènes. C'est pas encore là, quoi. Steven? Oui, je suis totalement d'accord avec Philippe. Je crois que le Gabon progresse, est en train vraiment de progresser. Mais je crois qu'il manque encore un autre joueur, peut-être de la trempe d'Aubameyang, pour pouvoir porter l'équipe lorsqu'elle est... Ça fait beaucoup de grands joueurs dans une équipe. Oh non, mais non, je parle plus de volume de jeu et tout ça. Je crois que la plupart des joueurs ne jouent pas forcément à un si grand niveau que cela, à part Aubameyang. Plus qu'avant quand même. Ils ont ils ont moins en moins de joueurs du championnat du Gabon. Très fort. Voilà, Bulot, oui, c'est fort. Madinda, c'est très fort. Surtout qu'il a signé en Angleterre à Charlton, où il joue beaucoup aussi. Et Madinda, oui, mais il joue pas beaucoup à Celta Vigo à mon goût. Je crois qu'il pourrait progresser à un volume de jeu. Et puis bon, voilà, comme j'ai dit, cette équipe est en train de progresser. C'est vrai que c'est l'un des outsiders de cette compétition, mais on l'a vu face à une équipe bien en place tactiquement comme le Congo. Ils ont eu beaucoup de mal, et c'est là qu'ils doivent véritablement travailler. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve dans quelques instants ici à Bata pour continuer à parler de la CAN 2015, continuer à parler avec Claude Leroy de la victoire des Diables Rouges, leader du groupe A. À tout de suite. Radio Foot International, en direct de la CAN 2015. Annie Gasnier.
retour dans Radio Foot International dans cette deuxième partie de l'émission en direct de Bataille. Nous sommes avec nos invités, avec Claude Leroy, le sélectionneur du Congo, avec Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, avec qui d'ailleurs on travaille ensemble sur cette CAN exceptionnellement cette année. Oui, avec Joseph-Antoine Bell notamment. Exactement, avec Philippe Zigraf aussi à Paris. Et il y a Steven Lavron qui est un confrère de africasport.com. Top Sport, africatopsport.com, pardon. Et puis nous avons Hassani Chakouri, qui est notre confrère de l'hebdo Express Sport, Express Foot. Alors nous allons revenir à ce groupe parce que Claude Leroy, on n'a pas fini de vous poser des questions. La troisième journée s'annonce. Vous partez vers Ebi Bein. Préoccupation ou pas? Non. On quitte Bata, bon. On va plus petite ville, plus petit stade. Oui, on va s'entraîner demain matin, et puis déjeuner, tout sera prêt dans le bus, puis on va partir. Il y aura l'air conditionné. J'espère, on va partir vers 13h30. On n'a pas eu le pot parce que on avait au départ comme adversaire la Guinée équatoriale. Et ensuite, on avait un bus et un chauffeur gabonais. Donc, on a cumulé les handicaps. Non, mais bon. Et maintenant, vous allez jouer contre le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme handicap? Non, l'équipe du Burkina Faso, c'est notre plus gros handicap. Et la qualité des Traoré, je suis pas sûr que Pitroy pas joue parce qu'il semblait avoir une petite entorse acromioclaviculaire, mais. Il s'est pas entraîné ce matin. Oui, je pense qu'il aura. De toute façon, les douleurs sont tellement récurrentes. Il fait déjà une canne très pénible, donc peut-être qu'il ne faut pas forcer. Sur ce genre d'action que ça me paraît un petit peu fragile, mais bon, ils ont du talent, la puissance de Gantse devant. Puis c'est leur dernière chance à eux aussi. Oui, mais bon, moi je disais là au ministre, c'est pour nous chercher un match nul, faut tout de suite me limoger moi, parce que je crois que je suis le plus mauvais entraîneur au monde pour organiser une équipe pour défendre et faire un match nul. Donc, enfin, s'il arrive que vous fassiez match nul, vous serez qualifié. Oui, mais si à 2 minutes de la fin, on est toujours à 1-1 ou 2-2 et tout. Bien évidemment, on va pas attaquer la fleur au fusil pour se faire prendre en compte. Mais je pense que ce match-là, il faut qu'on joue comme on joue d'habitude, en pensant à attaquer. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais déjà, la qualité de notre performance, c'est le début de quelque chose d'intéressant. Justement, Claude Leroy, hier, dans l'émission, nous avions le colonel Sangaré, qui est le président de la fédération de football du Burkina Faso, et il a beaucoup observé votre match, alors qu'il était encore sur la déception de la prestation des étalons, et vous allez entendre ce qu'il dit de vous. J'ai vu, si vous regardez un peu les images, dès le but congolais, Claude Leroy a envoyé ses remplaçants à l'échauffement. Oui. Vraiment, ça m'a bluffé. J'ai dit vraiment chapeau, parce que il prépare, il voit loin. Et comme je vous le disais, à un moment donné, il fait sortir un de ses joueurs qu'il sentait fatigué. Voilà. Et il dit au 14 qui rentre, tu prends le 7, Malik Evona, qui nous a fait, nous Burkinabé, mal à 2 reprises. Ah oui. J'ai remarqué, Ouagadougou nous a marqué, également ici il nous a marqué. Donc, clairement, pour moi, c'est un coaching ultra gagnant de Claude Leroy. Et vous redoute? Je sais pas, vous savez, l'entraîneur, c'est un metteur en scène, il fait un casting, il choisit les meilleurs, il a un cadre, un espèce de scénario, puis après, ce sont les improvisations des joueurs qu'il a choisis qui font la différence. Donc, il a pas bien vu, parce que les joueurs étaient allés s'échauffer avant le but. Dès le début de la deuxième mi-temps, j'avais 5 joueurs qui étaient partis s'échauffer, parmi lesquels ceux qui savaient qu'ils étaient susceptibles de rentrer. Et non, en plus les remplaçants étaient moins efficients que d'habitude dans ce match. Autant ça avait été très très efficace sur le premier match contre la Guinée équatoriale. Là, ça a été un petit ton en dessous. Le remplacement, par contre, où il a complètement raison, c'est que les joueurs ont fini ce match des deux côtés, tant du Gabon que du côté du Congo, essorés. Mais cuits physiquement, et ils avaient tout donné, et je peux vous dire que dans les vestiaires à la fin, il y a beaucoup de joueurs qui étaient véritablement, mais lessivés. Ouais. Et dans le camp d'en face, vous disiez que vous redoutiez particulièrement Lévi Madinda, c'est lui que vous avez ciblé tactiquement, et le sélectionneur d'en face, Jorge Costa, lui a décidé de sortir Lévi Madinda. Vous avez compris pourquoi?
Ça, c'est son problème à lui. Hein. J'ai déjà assez de boulot avec mon équipe pour pas m'occuper des raisons des choix des autres entraîneurs. Moi, on avait vraiment, je dois dire, avec mon staff, parce que Sébastien Minier, Isaac Ngata, c'est vrai que on parle toujours de l'entraîneur numéro 1 et tout, mais on a un staff sur les petits montages vidéo qui bosse avec moi, qui fait un boulot de dingue. Et c'est vrai que moi j'avais décidé, donc c'est pour ça que j'ai décalé Fodé Doré sur le côté droit, parce que je voulais qu'on crée des doublons, par exemple sur Obiang et sur Pierre-Emerick, pour que Fodé pose des problèmes à Obiang dès le départ, qu'il l'inquiète un petit peu. Même chose de l'autre côté avec Bukamutu, dont on parle très peu, mais qui est un joueur d'Angers, qui a un potentiel pour moi assez exceptionnel. Et avec Bissiki, que j'ai fait rentrer, pas du tout parce que Francis Nganga m'avait déçu au premier match, mais parce que j'avais besoin de qualité de vitesse. Et dans ce match précis, ce ne sera pas le cas contre le Burkina. Donc on avait essayé de bien voir ce qui pouvait se passer. Et Madinda, oui, coupure, je le disais tout à l'heure, des lignes de passe pour les dragsters gabonais, pour pas qu'ils partent trop souvent dans le dos de nos défenseurs. Philippe? Je vais pas détailler le plan de Claude Leroy. Non, c'est un métier, contrairement à ce qu'il minimise en partie, Claude, c'est un métier passionnant, le métier d'entraîneur, parce que c'est toute la semaine. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que nous, médias, en général, je pense qu'on magnifie exactement ce qui est d'une importance souvent mineure, c'est-à-dire par exemple le fameux coaching pendant le match. Oui, évidemment, quand un joueur rentre à la 70e, qu'il a déjà pas mal de qualité et que l'adversaire est fatigué et qu'il marque, c'est pas si anormal que ça, parce qu'après tout on aligne 3 attaquants, que ce soit celui qu'on fait rentrer qui marque, n'est pas extraordinaire. Et souvent on magnifie cet aspect du métier d'entraîneur en disant voyez comme le coaching est extraordinaire, etc. Alors que ce que vient de dire Claude, c'est le vrai métier d'entraîneur, c'est la qualité du travail de toute la semaine. C'est ce qui fait qu'un Christian Gourcuff, par exemple, fait jouer remarquablement ses équipes, parce que toute la semaine il bosse bien. C'est pas un maître du coaching, Christian. Je pense pas que ce soit sa caractéristique, mais c'est un très très bon entraîneur. Et ce que vient de détailler Claude, c'est ça. C'est toute la semaine se poser 1000 fois la question pour dire chaque problème que me pose l'adversaire, et il est déjà parti sur le Burkina, évidemment, il va rien en dire, mais évidemment il bosse déjà sur le Burkina. Ce joueur-là, comment je traite le problème, et qu'est-ce qu'il faut que je change pour. Et à contrario, Annie, pour confirmer ce que vient de dire sur le coaching, ce que vient de dire Philippe, moi quelquefois j'ai tendance à penser, quand je fais rentrer un joueur à 25 minutes de la fin et qui fait le carnaval dans la défense adverse, je me dis quelquefois t'es un peu con. Il aurait dû démarrer tout de suite. Donc ce qui est vénéré comme un coaching formidable, quelquefois c'est une erreur de choix au départ. Ouais. Est-ce que votre secret c'est aussi de vous entraîner avec vos hommes? Christophe, racontez ce que vous avez vu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu Claude Leroy en footing, ouais, parce que le thème pour les titulaires d'hier, c'était le footing. Hein, donc ça durait combien, une demi-heure? Ouais, c'était une récupération athlétique totale, c'est-à-dire vider un petit peu le peu de lactate qui restait encore, parce que les soigneurs avaient fait tout le boulot, mais véritablement que les joueurs les jambes étaient lourdes, surtout pour Thierry Bifouma. Hein, il était en queue de peloton. Et vous étiez en tête, c'est vous qui donniez le tempo. Pas longtemps, hein. Ouais, vous en avez fait moins que les autres. J'avais fait moins que les autres. À un moment, Delvin Dinga m'a regardé et m'a dit « Je sens le chaos ». Et il était pas loin de la vérité. Mais alors après... Claude est malin au décrassage, se mettre avec les titulaires de la veille, c'est malin. Il vaut mieux ça que se mettre avec les remplaçants. C'est impossible. C'est impossible. Bon, alors, la vieillesse est un naufrage. Bon, on l'a pas vu quand même à la séance d'étirement. Bon. Par contre, il était là pour les pompes. D'un seul coup, Claude Leroy, sur le bord de la touche, s'est mis en position devant nous et il nous a aligné 30 pompes comme ça. Voilà, c'est une habitude apparemment. J'en fais 120 par jour. Ouais. Je fais 4 séries de 30, 3 séries de 40. Ouais. Prescription du médecin. Non. Une série le matin, une série le midi. Secret de longévité. Il faut que les joueurs sentent quand même qu'ils ont quelqu'un qui est capable de faire preuve de dynamisme sur le terrain, d'être présent. J'ai trop souvent vu quelquefois des vieux entraîneurs se mettre complètement sur le côté, ne plus jamais être au milieu du terrain. Moi, mon bonheur, c'est d'être au milieu de mes mecs, quoi. C'est là où moi, j'aime de plus en plus le foot, je déteste de plus en plus le monde du foot. Donc c'est clair. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. C'est tactiquement préparer quelque chose. C'est travailler avec Mafumbi, qui est un jeune gardien de 21 ans, et mettre des ballons dans le dos des deux autres gardiens qui servaient de défenseurs centraux,
pour le faire sortir à 40-45 mètres et tout, pour le préparer à des 1 contre 1 contre Aubameyang ou Bulot. Donc voilà, c'est que en permanence l'entraînement prépare le match. C'est pas multiplier les exercices et tout pour en mettre plein la vie à tout le monde, mais c'est toujours être dans l'efficacité. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le match ou peut-être. Bon, quelquefois on perd les matchs aussi. Steven, qu'est-ce qu'on peut dire alors du Burkina Faso qui sera l'adversaire demain de Claude Leroy, ce Burkina Faso qui finalement perd un match et ensuite fait un match nul, n'arrive pas à faire la différence et qui évidemment aimerait bien passer et se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, je crois que le Burkina Faso ne fait pas une très très mauvaise CAN que ça. Oui, sur le plan comptable, c'est vrai qu'ils sont très en retard, mais sur le plan du jeu, je crois qu'ils développent du très beau jeu. Ils arrivent à inquiéter les défenses, à se créer des occasions. Malheureusement, c'est la finition, je crois, le gros problème. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de croiser le sélectionneur Paul Put, et voilà, il a dit que c'est la confiance des joueurs. Ils arrivent à se créer des occasions, autant que lorsqu'ils n'arrivent pas à mettre au fond, ça commence pas à peser dans la tête. Ils se disent qu'est-ce qui arrive et tout. Donc voilà, là contre le Congo, il y a pas qu'à calculer, il va falloir marquer. S'ils arrivent pas à marquer, ça va être très très compliqué de passer. Et puis comme on l'a dit, même si Claude Leroy ne le dit pas très. Mais ils sont condamnés à la victoire. Bien sûr, oui. Bien sûr. Il y a pas c'est la qualification à 2 points, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, enfin, tous les modèles mathématiques le prouvent. Jusqu'à maintenant. Et donc voilà. Et après, comme le dit Claude, c'est vrai qu'il ne va pas jouer sur la défensive. Mais bon, je crois que si un match nul vous qualifie, j'imagine que eux non. Ça les éliminerait justement. Ouais, justement, ça éliminerait le Burkina Faso. Hassani, quelles sont les forces peut-être de ce Burkina? Mais là, selon vous? Les forces, vraiment. Il y en a moins? Non, moi, surtout avec le vieux qui est devant moi, avec Claude, je connais, il est très rusé, ce monsieur. Ça fait des années que je le suis de près. Et il m'inquiète, surtout, c'est la chance que le Bénin ne croise pas souvent le Congo. Et là, ça va être très difficile pour le Burkina. Ouais. J'ai eu aussi la chance de parler avec Paul Poutse aujourd'hui. Et il sait que ça passe ou ça casse. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la deuxième mi-temps du Burkina Faso, parce que la première, il y a eu des occasions, mais la deuxième. Les deuxièmes mi-temps, parce qu'ils ont, pareil contre le Gabon, ils avaient décliné au bout de 60 minutes. Oui, mais celle-ci, singulièrement, sur les notes qu'on a prises pendant les commentaires, la case est vide, quoi. Il y a strictement rien, et on sent même qu'ils sont à la limite du renoncement, de l'abattement. Vous l'avez vu aussi, ça, Claude Leroy? Ouais, c'est le cas de toutes les équipes quand les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Ils ont frappé 2 fois sur le poteau. Alain Traoré a réglé la mire sur une première reprise de volée pied gauche légèrement à côté, puis la deuxième fois une superbe reprise, un peu plus assurée intérieure. Et il met ça sur le poteau. Donc ça bascule à très peu de choses dans ce match-là, si bien que à partir du moment où on perd un petit peu de confiance dans le geste, on se crispe musculairement, et c'est l'histoire du coureur de 100 mètres. S'il court relâché, on n'apprend encore 100 mètres à courir relâché. Dès qu'il commence un peu à se crisper, il perd 1/10 et il perd la course. Et donc, quand on n'est pas relâché musculairement, techniquement, on réalise pas les mêmes gestes. Et donc, nous, il va falloir qu'on les fasse douter encore un petit peu plus. C'est l'objet, l'affrontement psychologique dans ce 3e match, c'est savoir que, et c'est tout de suite. Et vous avez l'avantage. Oui, on a un avantage en points, mais si on attend seulement le Burkina, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas parce qu'ils ont du talent offensif. Ils ont des joueurs doués. Les 2 Traoré sont très doués. Quand c'est puissant, il peut toujours décrocher une frappe, mettre une tête, jouer en pivot et tout. Donc, Charles Caboret, qui a raté un peu sa fin de match hier, vaut beaucoup mieux que ce qu'il a montré. Donc, on va encore travailler tout ça cette nuit, demain matin, la nuit prochaine, essayer d'être dans le bus. Dans le bus, oui, ça. C'est vrai que. Il me rejoint là. Et puis s'il faut ajouter quelque chose, je crois que le groupe du Burkina Faso a beaucoup changé depuis la CAN 2013. Pas tellement. Pas forcément. Pas l'équipe. Bon, je veux dire d'être joué individuellement. En 2013, par exemple, Pitropa, il était titulaire à Rennes, il cassait tout, il driblait tout le monde, il marquait des buts. Bakikone également jouait beaucoup à Lyon. Alain Traoré jouait également beaucoup. Et là,
En un an, Alain Traoré s'est beaucoup blessé, bon, comme à son habitude. Puis il est parti aux Émirats ou à Jazeera, ou c'est pas non plus le même championnat que la Ligue 1. Et Baki Koné non plus ne joue plus quasiment à Lyon. Donc ça fait déjà la colonne vertébrale de cette équipe là qui a manqué de temps de jeu durant beaucoup de temps. Et puis là, on le remarque que ces joueurs-là ne sont pas forts. Surtout Peter Park qui, moi, personnellement, me fait pitié parce que je le vois un peu traîner sa silhouette sur le terrain. Il tombe plus qu'il ne porte le ballon. Et puis bon, il ne crée pas. Alors que c'est lui, on attend qu'il puisse créer et faire la différence. Bien sûr qu'on l'attend puisqu'il a été le meilleur joueur de la CAN 2013 et meilleur buteur des éliminations de la CAN 2015. Donc voilà. Donc quelque part, je crois que l'heure est pas encore au bilan. Ça c'est un peu c'est vrai que si le Burkina venait à trépasser dès le premier tour, on pourra faire ce bilan assez simple qu'il y a eu des choix depuis 2013, soit des joueurs qui n'ont pas fait des choix sportifs de qualité, qui ont plus privilégié peut-être la valorisation de leur finale de CAN, en tout cas, et ou d'autres qui ne jouent pas dans leur club, et qu'évidemment cette analyse-là, il faudra la faire. Mais aujourd'hui, avec le talent qu'ils ont, qui vous dit qu'ils vont pas se réveiller le dernier match. Donc ce bilan-là, c'est un peu trop tôt pour le faire. Oui. En tout cas, on parle de valorisation grâce à une CAN. Il peut y avoir aussi des mésaventures. C'est celle qui est arrivée à votre gardien, Claude Leroy, qui a été licencié par son club de France, c'est juste à côté d'Avignon, c'est Le Pontet. Il joue en CFA, c'est-à-dire l'équivalent 4e division. On va l'écouter, Christopher Mafumbi, parce que Christophe lui avait posé une question justement sur sa situation en club. Je suis arrivé au Pontet en juillet, un peu à la dernière minute. Ils avaient un projet de monter avec le nouveau coach qui était Noël Tosi. Sauf que le problème, c'est que Noël Tosi a démissionné au bout d'un mois. Il avait ramené 6 joueurs avec lui. Quand il a démissionné, les nouveaux dirigeants en place et les présidents n'avaient pas la même philosophie. Ils ne voulaient pas forcément les joueurs que le coach avait ramenés. Ajouter à ça les problèmes financiers du club qui sont vite arrivés. Au bout d'un mois et demi, on nous a demandé de trouver un club le plus vite possible, sinon on n'aurait pas été payé. Surtout qu'on vient d'arriver, c'est compliqué au bout d'un mois, mais bon, c'est le foot et puis il faut passer au-dessus de ça et se concentrer sur les matchs. Donc là, vous êtes sans club. Oui, donc j'ai résilié mon contrat avec eux. On s'est arrangé un licenciement économique et puis voilà, comme ça je passe à autre chose et puis voilà. Ça vous tracasse ? Non, pas du tout. De toute façon, ça va rien de rester si c'est en litige. Autant passer à autre chose, me concentrer sur cette Coupe d'Afrique qui est venue au bon moment. J'ai résilié mon contrat avec le club, je suis donc sans club. Il y a une Coupe d'Afrique à faire, donc c'est parfait. Il faut briller et puis voilà. Surtout, ça lui a pas cassé le moral et ses moyens, puisqu'on a vu que lui, pratiquement, sur le premier match, en tout cas, vos adversaires l'ont beaucoup vu. Formidable histoire. Et moi, comme il a dû penser que s'il m'annonçait ça avant le premier match, j'allais avoir des doutes sur sa capacité mentale à résister à une telle annonce. Il m'en a parlé qu'après le match. Je savais pas, moi, quand on vous avez été rassuré. En termes de capacité mentale, il a pas l'air dépourvu. Il a que 20 ans et vraiment, il dégage une assurance dans sa façon de s'exprimer dans une situation qui est quand même difficile. C'est bluffant. C'était le fils à maman. Il était à Lens, coucouné et tout. Et puis, pour la première fois, il s'est envolé. Pas que dans les buts. Il est arrivé au Pontet. Il s'est installé tout seul à Montfavet. Il a pris des initiatives et puis ça l'a complètement changé. Il a gagné en quelques mois beaucoup de maturité. Puis au début, ses coéquipiers, c'est pour ça que je suis battu longtemps pour que Brice Samba de Marseille vienne nous rejoindre, parce que je doutais de mes gardiens qui ont des qualités, mais pour une Coupe d'Afrique, il faut autre chose que ça. Et puis petit à petit, dans le regard de ses coéquipiers, quelque chose a changé. C'est pour ça que je l'ai titularisé à Khartoum pour le dernier match de qualification. Et depuis, il a capitalisé de la confiance pour lui, mais surtout, il a donné confiance à tous ses coéquipiers. C'est ça le plus important. Pour compléter l'histoire, il a eu un double coup dur, ce garçon, puisque, à la trêve, il devait signer à Lens. Il avait fini sa formation et Lens devait le signer et il a fait partie de ceux qui n'ont pas pu signer suite au problème financier de Lens. Donc le garçon se retrouve avec premier coup dur, il passe de Lens au Pontet. Bon, sur le plan du soleil c'est bien, mais sur le plan du football c'est pas pareil.
Et maintenant, il est licencié du Pontet. Mais justement, Philippe, c'est vous qui animez cette fameuse émission Talent d'Afrique. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être reconnu grâce à une CAN pour les joueurs? Parce que on pense à Paul Put qui nous racontait à ce micro il y a 2 ou 3 jours qu'il avait été déçu justement de voir que après les résultats de la CAN 2013, finalement, ces joueurs, et vous le disiez tout à l'heure, Steven, n'ont pas trouvé de grands clubs. Ils ont été obligés, Caboret, je crois, il est à Helsinki, donc c'est pas des grands championnats. Pourquoi on les a ignorés? Pensée est à Helsinki et Caboret est en Russie. Mais vous avez complètement raison, Annie. C'est très étonnant comme la CAN a une résonance de plus en plus forte. Ça, c'est indiscutable. Médiatiquement, il y a pas que RFI et Canal+. Les médias s'intéressent beaucoup plus à la CAN qu'avant. Oui. Et inversement, on voit de moins en moins d'histoires fortes ou avec des joueurs qu'on découvre, ou des joueurs qui, suite à une performance à la CAN, passent un cap très fort. On aurait pu imaginer, puis 3 pas par exemple, tiens, meilleur joueur de la CAN à Rennes, toc, qui passe dans un très grand club derrière. C'est le contraire qui se passe. La plupart du temps, on voit assez peu de joueurs, grâce à la CAN, avoir des promotions. Pourquoi ? Alors la première explication, il y a peut-être quelques coincés qui disent ah oui mais alors les joueurs qui parlent à la CAN tous les 2 ans en janvier, après je les retrouve plus. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ce discours-là. Ne devient pas sagnolesque. Ouais. Non mais ce discours-là, ce discours de coincé, on l'entend effectivement de temps en temps et les joueurs limitent peut-être un peu l'engagement de joueurs africains, mais surtout visiblement la CAN a un intérêt médiatique de plus en plus fort, mais un intérêt pour les professionnels du football. J'ai l'impression que ça n'est pas reconnu comme une vraie valeur. Un joueur qui brille à la CAN, j'ai pas l'impression que ce soit reconnu dans le milieu du football comme une vraie valeur. Et puis certains très bons, comme J.S. Cambo, qui n'avait pas voulu me rejoindre, ou Asamoah Gyan, ou Pietro Ulpa, partent dans des clubs du Golfe où ils font fortune. Et personne ne peut leur proposer de tels salaires. Ce sont des salaires énormes. Ils sont à 5 millions d'euros net. Mais c'est gâché peut-être des opportunités. C'est gâché, c'est terrible, parce qu'ils pourraient retrouver ça 5-6 ans après, à Asamoah Gyan, qui avait un potentiel pour être un des plus grands attaquants au monde. Alors, c'est sûr qu'il assure les 3 générations qui suivent les Gyan à Alain, mais en termes de carrière, lui, personnelle, à part les Coupes du Monde, c'est un énorme gâchis. Ouais. Hassani, vous comprenez justement, vous, ce genre de choix, vous êtes d'accord avec ce que dit Claude et ce que disent Claude et Philippe? C'est réel, c'est un problème général qui se passe en Afrique aujourd'hui, et vous constatez ça de plus en plus, des joueurs qui ont une carrière très prometteuse, mais que dès qu'ils finissent une CAN, ils vont directement dans le golf où ils peuvent trouver beaucoup d'argent au lieu de penser à leur carrière en 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans plus tard. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on a eu ce cas, tu vois, par exemple, Stéphane Sessegnon qui tout de suite après une belle CAN, quand même si le Bénin était éliminé, déjà au PSG, il part de là, il va en Angleterre, et finalement, il a eu beaucoup de problèmes, et puis, tu vois. Il y a des mauvais choix de joueurs, c'est évident, mais un Bancé, par exemple, après la CAN 2013, il n'a pas de proposition intéressante. Il était en 2e division allemande, il reste en 2e division allemande, il change de club d'ailleurs tous les 6 mois ou presque. Il n'a pas de proposition. On peut pas dire que lui, par exemple, il a tout de suite fait un choix privilégiant autre chose. Donc il y a pas tant que ça de reconnaissance de la CAN dans ce sens-là, dans le milieu professionnel en Europe notamment. Je suis en train de chercher un contre-exemple, mais je pensais à Guedo par exemple, mais Guedo, il est resté en Égypte. Il avait crevé l'écran en étant remplaçant, et à chaque entrée en jeu, il marquait, mais il est resté dans le championnat d'Égypte. Ça, c'est assez sociologique. Il est parti en Angleterre entre le temps à Hull City, mais bon, il est revenu très vite. Comme ça arrive très souvent chez les Égyptiens ou les Tunisiens. Très souvent ils reviennent parce qu'ils sont dans avant les événements qu'on a connus avec les printemps arabes, mais ils sont dans des championnats extraordinairement confortables, économiquement. Bien payé. Oui, bien sûr. Donc ils n'ont pas du tout envie, mais c'est ce qu'il faut développer en Afrique. C'est la bagarre en Afrique, c'est créer des championnats professionnels africains avec des salaires moins importants, mais des joueurs qui gagneront confortablement leur vie sur le continent africain n'auront plus du tout envie de partir en Europe. Et c'est le vrai combat qu'il faut mener. Faire attention à Aspire, qu'ils prennent pas les 1 ou 2 meilleurs joueurs de chaque génération pour paupériser complètement les futures équipes nationales africaines. Faire très attention à ça. Il y a trop de complices sur ce continent de ce nouveau phénomène.
Philippe Doucet, on va profiter du fait que vous soyez là pour parler d'une chose, c'est les statistiques. Vous êtes l'inventeur de la fameuse, me disait David J'ai pas inventé les statistiques. Non, mais la palette. Le général de Gaulle en parlait, j'étais encore... La palette. La palette. Ah voilà. oui. Même ici, vous voyez, ils connaissent le terme. La palette à 12. Il y a aussi cette émission maintenant sur Canal+ qui s'appelle Data Room, toutes les semaines. Cette importance de la statistique, est-ce qu'elle vous paraît aujourd'hui inévitable? En tout cas, ce que je remarque, c'est l'évolution du milieu du foot. Je dis pas qu'on a été des précurseurs parce que les entraîneurs nous ont pas attendus, mais l'évolution, elle est très forte. Aujourd'hui, à la CAN, certains sont dans des hôtels de bric et de broc. On va pas refaire ce débat-là. Par contre, tous savent où récupérer le DVD. Tous savent que l'analyse vidéo va leur monter ça, etc. Tous travaillent. Tous les entraîneurs que je vois, toutes les sélections, je leur demande toujours, parce qu'évidemment j'ai ce côté-là, cette perception-là, et ça m'intéresse de voir à quel point ils travaillent. Et tous étudient, font des analyses vidéo, les font faire éventuellement au loin à Paris, etc. Ils reçoivent les montages, etc. C'est devenu une part indispensable du métier. C'est le football. Le football, c'est quand même l'analyse. Alors nous, on le fait de manière un peu médiatique, un peu plus imagé et de manière ludique. Et puis pour les entraîneurs, c'est un vrai boulot. C'est ludique ou c'est aussi de les utiliser, Claude? Non, ça conforte souvent les impressions de match. Ouais. Voilà, quand on lit les stats, toutes les impressions qu'on a eues sur les joueurs et tout, dans les zones de jeu, dans le nombre de kilomètres. Bon, par exemple, on voyait que Poinson Yangué, hier, avait fait un match énorme athlétiquement. Bon, mais bien évidemment, en prenant les stats aujourd'hui, il a fait 10 kilomètres, 940 et tout. C'est celui qui a couvert le plus de kilomètres dans l'équipe de la République du Congo. Merci beaucoup d'être venu dans Radio Foot International et bien bonne chance aux Diables Rouges pour leur match de dimanche. Merci aussi Philippe Doucet, Steven et Anna. Je dirais Annie à Steven qui change de maillot là quand même. Burkina Faso. Maillot du Burkina Faso. Merci aussi à toute l'équipe technique, à tous ceux qui étaient avec nous pour nous aider dans Radio Foot International et on se retrouve évidemment demain.